Anne Morelli est historienne, Thomas Franck est linguiste et rhétoricien, et nous avons Hervé Parmentier qui, lui, travaille dans le comité d'action laïque. Mais commençons d'abord par l'origine, c'est-à-dire on commence toujours par l'histoire, bien évidemment. Alors, je suis historienne, mais la première chose que je vais vous dire va peut-être vous étonner, c'est que l'histoire ne repasse pas les plats. L'histoire, en tout cas, ne repasse pas les plats sous la même forme. Et donc, il est très peu probable que quelqu'un vienne sonner à votre porte en chemise noire, en tendant le bras. Cette personne sera peut-être une femme en jean, ce sera peut-être un homme en costume, peu importe. Alors, il y a des points communs. Le mépris des intellectuels, le mépris du parlementarisme, mais aussi, par exemple, la violence qu'on retrouve sous une autre forme aujourd'hui. Par exemple, l'admiration pour toutes les formes de violence officielle, que ce soit les milices, que ce soit l'armée, que ce soit la police, etc. Le 10 juin 1924, il est enlevé, il est assassiné, enlevé aussi parce qu'il avait des documents qui montraient que Mussolini avait reçu des sous-tables de grandes sociétés pétrolières. C'est le moment, évidemment, où je dirais le loup enlève sa toison de gentils moutons et où on voit que, effectivement, le fascisme est violent par essence. Et après lui, il y aura toute une série d'opposants qui vont être assassinés, mais il y a une véritable sensibilité à ce moment-là et il y a une conscience que ce fascisme n'est pas évidemment ce qu'il présente, ce n'est pas un régime comme les autres, mais c'est un régime plein de violence. Mais pour terminer, je voudrais vous dire que l'attaque des fascistes italiens contre les syndicats, c'était quelque chose d'essentiel. Et que tous les régimes fascistes ont fait la même chose. Et donc, je pense qu'on doit avoir ça en tant que syndicaliste extrêmement présent à l'esprit, c'est contre les syndicats, contre l'organisation des travailleurs, que le fascisme commence par s'attaquer. Je vous remercie. Pour commencer, j'aimerais évoquer ce petit concept qui relève de la linguistique et de l'analyse du discours. Le premier, c'est le présupposé. C'est lorsque on dit quelque chose sans le dire. Je vous donne un autre exemple. Sur le parti chez nous, vous trouvez les vagues d'immigration successives. On place dans l'implicite de ce discours le fait que l'immigration est une vague. Et en plus, c'est une métaphore qui induit l'idée de submersion. Une vague, c'est une submersion, ça nous envahit. Une autre pensée qu'on retrouve très souvent dans les discours politiques de manière générale, et peut-être plus précisément dans les discours d'extrême droite, c'est la pensée analogique. Et donc, je vais vous donner ici aussi un exemple, qui est tiré cette fois d'un discours de Bardella, qui pour moi est extrêmement problématique sur le plan idéologique et extrêmement subtil, les contrôles aux frontières. Il dit c'est dissuasif. Et puis plus loin, il dit « Je ne conçois pas une maison, un appartement sans porte ni fenêtre. » Il fait une analogie entre quoi ? Entre la nation, la frontière, le territoire national, et une propriété privée. Donc en gros, le migrant serait à la nation ce que le voleur est à la propriété privée. Donc c'est une pensée analogique, vous voyez, A est à B, ce que C est à D. Et donc, en disant ça, Bardella ne dit à aucun moment que le migrant est un voleur. C'est pas explicite, mais il l'insinue par la pensée analogique. Ça ne veut pas dire que son discours n'est plus raciste. Au contraire, pour moi, il est profondément raciste. J'ai pris un tweet de Boucher qui dit ceci : « Il faut trouver le meilleur moyen de lutter contre les extrémismes de gauche comme de droite, le radicalisme religieux et le populisme en tout genre. Il faut cesser avec les logorées formatées et bien pensantes. » C'est le fameux discours des extrémismes. On englobe dans les extrémismes quoi ? Des choses totalement différentes que sont l'extrême gauche, l'extrême droite, le radicalisme religieux et puis le populisme en tout genre. Donc il présuppose le fait qu'il y a quelque chose de commun. Il n'y a absolument aucun rapport d'un point de vue idéologique, on pourrait discuter là-dessus, mais en tout cas il y a un procédé rhétorique qui est similaire. On s'est peut-être senti un peu vite rassuré au fond sur la situation par rapport à l'extrême droite en Belgique francophone, en Wallonie, à Bruxelles, et effectivement à l'échelle de l'Europe, on a une espèce d'exception culturelle étonnante, puisque nous n'avons dans aucun parlement, que ce soit régional, communautaire ou fédéral, aujourd'hui, du côté francophone, nous n'avons aucun élu d'extrême droite. Autre chose, évidemment, est la situation en Flandre, avec la présence assez massive du Vlaams Belang. Mais il suffit de voir la Hollande, il y a évidemment la France, on en a parlé, le Rassemblement national,
il y a l'Allemagne, l'AfD, enfin, en grosso modo, partout. Et force est de constater que les choses ne vont vraiment pas en s'améliorant. L'extrême droite, ce n'est pas simplement les salopards qui cassent de l'étranger. C'est plus la caricature du nazillon avec le crâne rasé et la croix gammée sur l'épaule. Mais donc, on est vraiment dans quelque chose de différent aujourd'hui. Et donc, personne, aucun citoyen, aucune citoyenne n'est à l'abri, en quelque sorte, d'une politique qui serait menée par l'extrême droite. Mais en revanche, il y a une espèce de sentiment de déclassement, une espèce de sentiment d'être un peu laissé pour compte, un sentiment de ne pas trouver sa place. Et donc, il faut vraiment pouvoir lutter activement contre ce type de choses. Merci à tous les trois. Je vais laisser mes collègues vous donner le micro pour ouvrir les questions et le débat avec la salle. C'était plutôt une réflexion par rapport au cordon sanitaire. Moi, j'aurais quand même un doute. Et je crois qu'on ne peut pas avoir confiance en ça. Tant que le politique, en tout cas l'idée de gauche, d'une politique de gauche, ne sera pas un peu plus unie et de se dire on ne travaille pas pour sa gueule et on travaille ensemble pour une idée de société et pour faire face à l'extrême droite, on n'avancera pas. Ça permet malgré tout que vraiment on n'ait pas une visibilité plus grande dans l'espace public de l'extrême droite. Moi je pense encore une fois qu'il y a peu de pays, aussi on est quasi les seuls aussi à avoir ce type de cordon sanitaire politique et médiatique, on est quasi aussi les seuls pour l'instant à ne pas avoir d'extrême droite du côté francophone. Donc je crois tout de même que je ne prendrai pas le risque d'affaiblir le cordon sanitaire en se disant c'est peut-être pas démontré 100% qu'il y a une corrélation entre l'absence d'extrême droite et l'existence du cordon sanitaire. Moi je ne prendrai pas de risque sur le sujet tant qu'on a cet outil-là et qui tient, allons-y.